Bonjour, donc je suis Lina Rossetti avec le docteur Laurent Samery. Nous allons vous parler de médiation équine et de stress post-traumatique infanto-juvénile. Pendant que vous nous découvrez en images avec notre petite présentation, je trouve que les présentations se présentent très bien puisque c'est tout à fait dans la suite du travail de Sophie et de Blandine où on a vu que justement du psychotraumatisme pouvait être pris en charge dans ce cadre-là. Donc rapidement, dans le sommaire, nous parlerons rapidement du stress post-traumatique, des facteurs qui peuvent en influencer l'évolution, la symptomatologie particulière chez l'enfant. Laurence vous parlera de quelques études à l'étranger, moi plus particulièrement de mon approche sur Nice, et nous terminerons par les objectifs, résultats et les apports avec perspective de la médiation équine dans ce cadre-là. Qu'est-ce que le TSPT ou trouble de stress post-traumatique? C'est une pathologie liée à un stress intense, une exposition directe ou indirecte à un événement traumatique, entraînant une altération de la mémoire émotionnelle. Sa prévalence est autour de 8%. Les symptômes sont persistants, altérant le fonctionnement biologique, psychologique et social, exprimés durant au moins un mois et entraînant une souffrance clinique avec une altération du fonctionnement social, familial ou professionnel. On décrit donc pour un TSPT 4 symptômes prévalents. La reviviscence à l'événement traumatique, c'est-à-dire des flashbacks permanents qui vont faire intrusion dans le quotidien de la personne jour et nuit. Des évitements des stimuli associés à l'événement, avec beaucoup de stratégies d'évitement, que ce soit de lieux, de situations, de couleurs, tout ce qui va pouvoir rappeler l'événement. Des modifications négatives de l'humeur, généralement à évolution vers un versant dépressif, avec des conduites d'opposition et d'agressivité. Enfin, des symptômes d'activation neurovégétative, où la personne ne maîtrisera pas son corps, elle sera sujette à des tremblements, des sueurs, des tachycardies, allant même jusqu'à des syncopes. Selon la durée de ces symptômes, on distinguera des états de stress aigu, des états de stress post-traumatique, voire des états de stress post-traumatique chronique. Dans tous ces cadres-là, il y a généralement un événement unique. On parlera plus particulièrement de trauma complexe lorsque ce sont des situations de trauma répétées et prolongées dans le temps. Les facteurs qui peuvent influencer l'évolution. Il y a évidemment les facteurs de vulnérabilité, si la personne a ou pas des antécédents de psychotraumatisme, la fragilité psychologique de la personne, les facteurs environnementaux peuvent aussi influencer l'évolution. Il faudra tenir compte des facteurs de risque et de protection. Selon les circonstances de survenue de l'événement, bien évidemment, l'évolution sera différente. Si on a affaire à des phénomènes naturels ou s'il y a plutôt une intentionnalité humaine derrière, on ne se remettra pas de la même façon du trauma. Ainsi que l'importance du soutien familial et social. Enfin, la capacité de l'individu à modifier sa cascade neurobiologique. Nous l'avons vu, le corps va réagir. Il y a tout un système de régulation du stress qui se met en place et nous ne sommes pas tous égaux face à cette régulation. La, la symptomatologie chez l'enfant, il y a des perturbations très importantes du comportement, du développement cognitif et affectif. Donc jusqu'à l'âge de 6 ans, on décrit plus particulièrement des troubles du comportement avec opposition, agressivité, angoisse de séparation, repli sur soi, développement de peur panique, de conduite régressive. Un enfant qui était propre jusque-là peut être à nouveau amené à s'affiner. Des difficultés d'endormissement, de l'agitation. De 6 à 12 ans, nous constatons plus particulièrement des somatisations avec des phobies sociales et scolaires, des troubles de l'attention, de la concentration, avec de la perte d'intérêt et d'enthousiasme. À partir de 12 ans, les troubles seront plus ou moins identiques à ceux de l'adulte et on constate aussi très souvent des prises de risque dans le comportement de l'enfant. Je laisse la parole à France. Merci Lina. L'approche thérapeutique complémentaire avec la médiation équine, c'est une pratique qui est novatrice dans ce domaine du SPT pour les enfants et adolescents.
De nombreuses études ont montré son intérêt et les bénéfices apportés, principalement chez les vétérans traumatisés de guerre, mais il y a encore peu de travaux qui concernent l'enfant avec TSPT. Parmi les études existantes, on trouve des revues de la littérature, des études de cas et des études d'évaluation. Alors, les études d'évaluation, elles vont se heurter à des difficultés méthodologiques qui sont communes à celles qui concernent la médiation équine pour l'autisme. Et évidemment, cela peut induire des limites à la validation des résultats. Mais globalement, les conclusions sont en faveur de l'intérêt de la médiation équine en tant que thérapie complémentaire pour les enfants et adolescents souffrant de stress post-traumatique ou de trauma complexe. Alors, 3 études concernant l'enfant sont particulièrement intéressantes. La plus ancienne, c'est celle de Schultz et collaborateurs en 2007 aux États-Unis, qui a évalué les résultats de la psychothérapie avec médiation équine pour 63 enfants et adolescents victimes de violences intrafamiliales et d'abus. Les résultats montrent une amélioration pour tous les sujets, surtout pour les plus jeunes. Et cette amélioration est en lien avec le nombre de séances. L'étude de Camp et collaborateurs en Australie date de 2014 et elle évalue un programme de médiation équine pour 30 enfants et adolescents victimes d'abus sexuels. Les résultats montrent une amélioration significative quel que soit l'âge et le sexe. L'étude de Muller et McCullough en 2017 aux USA, elle est importante parce qu'elle inclut la comparaison avec un groupe témoin. Elle porte sur 36 enfants et adolescents présentant des signes de stress post-traumatique et elle évalue les résultats de la psychothérapie avec médiation équine en comparaison avec un groupe contrôle de 32 jeunes bénéficiant d'une thérapie traditionnelle cognitivo-comportementale. Les auteurs concluent à une amélioration pour les deux groupes sans différence significative, montrant ainsi que la thérapie avec médiation équine est aussi efficace que la thérapie traditionnelle. Alors on voit qu'il y a donc un début de données probantes validées par la recherche qui permettent de dire que la médiation équine est une approche complémentaire efficace et prometteuse dans le domaine du SPT chez l'enfant. Évidemment, ces premiers résultats devront être validés encore par d'autres études d'évaluation. Alors maintenant, je vais repasser la parole à Lina qui va vous parler de son expérience à Nice. Merci Laurence. Donc comment moi j'ai été amenée à m'occuper et à accompagner des enfants souffrant de TSPT. Malheureusement, c'est suite à un événement tragique qui est survenu le 14 juillet 2016 à Nice. Juste pour rappel des faits, l'attentat de Nice, c'est 86 victimes, dont 10 enfants et adolescents, 435 personnes blessées autour d'un événement qui se voulait festif et familial. Le nombre de personnes impactées est absolument impossible à déterminer, étant donné que nous étions en période de vacances. Il y avait de nombreux touristes qui sont rentrés chez eux. Il y a un retentissement international sur 18 nationalités. Donc j'ai eu, à partir de ce moment-là, 2 approches différentes de ces enfants et cet accompagnement. Il y a eu d'abord une demande directe de la part d'une association de victimes. Les parents sont venus me voir, bien que leurs enfants aient été suivis en pédopsychiatrie. Il y avait une réelle demande de soutien complémentaire. La pédopsychiatrie n'étant pas suffisante à elle seule devant la grandeur des dégâts psychiques, on va dire, que peut entraîner un tel événement. Donc, je suivais en séance hebdomadaire ou bimensuelle de 1 heure, soit en individuel, soit en fratrie, ces enfants. La durée du suivi était très variable. Elle a pu aller d'une seule rencontre pour certains à un suivi assidu sur plus de 2 ans et demi maintenant. Pour donner quelques chiffres, en 2018, j'ai suivi 7 enfants sur 34 séances. En 2019, 15 enfants, plus 6 parents qui se sont prêtés au jeu sur 97 séances. Ma deuxième approche, ça a été un partenariat avec la pédopsychiatrie. Donc en 2017, un service s'est créé, le CEDP, c'est-à-dire le Centre d'évaluation du psychotraumatisme pédiatrique de la Fondation Lanval, où on a essayé de monter une expérience pilote sur 10 semaines
Il m'était confié 3 enfants victimes de psychotraumatisme, cette fois non pas d'attentats, mais d'origine variée. Donc c'était des séances hebdomadaires de 1h30 en parallèle du suivi par les équipes de pédopsychiatrie. Ce groupe de 3 enfants était encadré par moi-même et une psychomotricienne du service pendant les séances, tandis que les parents étaient suivis sur le lieu, donc sur le centre équestre dans une salle dédiée par la psychologue du service. Nos objectifs étaient de travailler au niveau cognitif des troubles des fonctions exécutives, de l'attention, de la concentration et des apprentissages, au niveau affectif, les troubles de l'attachement, le sentiment d'insécurité, des conduites d'agrippement vis-à-vis des parents qui étaient très 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 fortes, la relation de confiance qui était difficile à établir, donc essayer de la restaurer, difficulté de gestion des émotions de ces enfants, conduite d'évitement. Au niveau social et relationnel, relations de confiance difficiles à établir, nous l'avons dit, problèmes de communication, perte d'autonomie, et au niveau somatique, travailler l'hypervigilance, la fatigabilité et les somatisations extrêmes. Les résultats. On peut dire que nous avons toujours eu une bonne adhésion aux soins avec une alliance thérapeutique de qualité, une très bonne dynamique de groupe avec échange entre pairs, ce qui n'était pas gagné du tout au départ, une affirmation de soi, du gain d'autonomie, surtout vis-à-vis des parents, amélioration de la communication avec verbalisation des émotions, beaucoup de travail sur la diminution de l'anxiété, des peurs, de l'agressivité, des colères, de l'émoussement affectif également, ouverture à la sensorialité par la prise de conscience de son corps, ressenti des éprouvés corporelles, accès au lâcher-prise qui était vraiment très important, diminution de l'anédonie avec perte d'intérêt et du repli sur soi, et amélioration de l'attention, de la concentration et des fonctions exécutives. Nos perspectives. Nous souhaiterions très vivement poursuivre l'étude amorcée et la développer. La médiation équine présente en effet l'intérêt de proposer une approche complémentaire pour ces enfants en grande souffrance, avec des facteurs de vulnérabilité, et pour lesquels un soutien thérapeutique complémentaire permet d'agir favorablement sur leur devenir développemental, affectif et social. L'idéal serait d'établir un partenariat avec les centres nationaux de ressources et de résilience, en essayant de monter une étude multicentrique avec cette fois une méthodologie commune, évaluer les résultats à court, moyen et long terme, enfin approfondir les connaissances concernant l'effet de la médiation équine sur le psychotraumatisme et la résilience, les modalités de prise en charge des victimes et l'amélioration de leur accueil. Je redonne la parole à Laurence pour nous parler des mécanismes connus qui fonctionnent justement dans cette prise en charge. Alors, s'il est important de comprendre comment agit la médiation équine dans le TSPT de l'enfant et de l'adolescent, c'est afin de montrer qu'elle s'appuie sur des bases scientifiques. L'analyse des facteurs en jeu doit être abordée sous des angles complémentaires, à la fois psycho-affectifs, cognitifs, sociaux, neurobiologiques et thérapeutiques. Et pour cela, il faut pouvoir mettre en relation les données scientifiques récentes connues dans le domaine du SPT avec les données scientifiques concernant l'action de la médiation équine. En ce qui concerne le TSPT, les recherches actuelles en neurosciences permettent un éclairage sur les facteurs neuropsychobiologiques qui interviennent. On sait que le stress intense entraîne une réaction biologique d'alerte avec une activation de différents systèmes endocriniens et neurovégétatifs et avec libération des hormones de stress. Et cette hyperactivité d'un axe qui comprend l'hypothalamus et l'hypophyse au niveau central et les surrénales au niveau périphérique persisterait dans le TSPT et engendrerait différentes conséquences, à la fois psychologiques et physiologiques. On connaît aussi le rôle de la régulation émotionnelle et de son impact physiologique dans les psychotraumatismes, avec une hypermnésie des émotions. En ce qui concerne les études en neuroimagerie, il y a encore peu d'études chez l'enfant souffrant de TSPT, mais celles qui ont été réalisées déjà chez l'adulte ont révélé des altérations cérébrales des régions qui sont impliquées dans la mémoire et dans la régulation émotionnelle.
Alors récemment, il y a une étude de l'INSERM qui émet l'hypothèse que la résurgence intempestive des images et des pensées intrusives serait liée à un dysfonctionnement des réseaux cérébraux impliqués dans le contrôle de la mémoire et qui agissent comme régulateurs pour stopper ou pour supprimer l'activité des régions associées au souvenir. Alors, les mécanismes d'action connus de la médiation équine thérapeutique ont été décrits dans de nombreuses études concernant l'intérêt de la médiation équine dans l'autisme. On sait qu'interviennent premièrement des facteurs environnementaux. En médiation équine, l'environnement est propice à la tranquillité sensorielle et émotionnelle. Deuxièmement, des facteurs neurologiques, puisque la stimulation multisensorielle a une action positive sur l'intégration des informations et la perception de l'environnement, ainsi que sur le développement des stratégies adaptatives. Troisièmement, des facteurs physiologiques, l'action sur le système neurovégétatif avec diminution des hormones de stress et la libération des neurotransmetteurs vont diminuer l'hyperéveil, favoriser la détente et la régulation émotionnelle. Quatrièmement, des facteurs cognitifs, la médiation équine permet d'agir sur le traitement des informations et sur la conscience de soi. Et cinquièmement, des facteurs émotionnels, la médiation équine permet d'exercer l'expression et la régulation des émotions, de développer la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, on voit que ces effets bénéfiques répondent aussi à la problématique du TSPT. La thérapie avec la médiation équine, dans un contexte qui est déconnecté des événements traumatiques, qui est rassurant, motivant et valorisant, va diminuer l'hyperréactivité physiologique et l'hyperéveil, l'hypervigilance. Elle va améliorer la régulation émotionnelle et stimuler les mécanismes de contrôle de la mémoire, et les réminiscences vont se faire dans un contexte actuel perçu comme rassurant. Elle permet aussi de décentrer, de réorienter vers des processus attentionnels et cognitifs plus adaptés et fonctionnels, et de développer aussi les stratégies d'adaptation. Alors, de tout cela, il faut retenir que la médiation équine a pu être proposée dans les Alpes-Maritimes comme thérapie complémentaire à des enfants présentant un TSPT suite à l'attentat de Nice en 2016, ainsi qu'à d'autres enfants suivis au service de pédopsychiatrie. Les résultats montrent que la médiation équine constitue une expérience interpersonnelle sécurisante qui permet à l'enfant de reprendre confiance en lui, d'être dans un processus actif qui va lui permettre de sortir de son statut de victime et de cheminer vers la résilience. Dans le domaine de la recherche, les données actuelles concernant la médiation équine et celles concernant le TSPT permettent de comprendre comment agit la médiation équine dans cette indication. Enfin, un point important, c'est que la médiation équine doit intervenir en complémentarité avec les autres approches thérapeutiques dans un projet de soins individualisé et en coordination avec les familles et les autres professionnels. Alors, voici quelques références bibliographiques concernant ce sujet. Si vous en souhaitez d'autres, on pourra vous les transmettre. Et je vous remercie pour votre attention.